Alors pour ceux d'entre vous qui ont suivi certaines de mes formations sur tuto.com, vous savez que je shoote pas mal de mes shootings pro avec mon GH5 ou le GH5S. Il m'arrive même encore parfois d'utiliser le GH4 en caméra B. Ça reste une super caméra. Comme je le disais, la caméra EVA One est la grande sœur de la gamme Lumix. En fait, on a la gamme Lumix qui comprend le GH5 par exemple, qui est déjà, vous le savez certainement, une super bête pour la vidéo, aucun doute là-dessus. Et puis, on avait les systèmes Pro, Varicam chez Panasonic. Là, on est dans les modèles professionnels avec les Varicam. Et ce sont des caméras qui coûtent de véritables petites fortunes. Mais c'est avec ce type de caméra qu'on va réaliser des longs métrages pour le cinéma. Évidemment, il y a d'autres fabricants comme Red Camera, Alexa et d'autres encore. Mais toujours est-il que Panasonic, avec la EVA One qui se situe aux alentours de 7000 €, vient justement remplir un trou qu'il y avait entre la gamme Lumix GH, utilisée par beaucoup pour la vidéo et la photo, et les systèmes super pro comme les Varicam. Alors avant d'attaquer les coulisses de ce shooting, un mot rapide au niveau des spécificités de cette caméra EVA One. On a là un capteur super 35 mm. Le capteur micro 4 tiers du GH5, c'est ça. Le capteur super 35 de la EVA, c'est ça. Comme sur le GH5, on peut filmer en 4K et aussi en cinéma 4K. Par contre, le capteur Super 35 de la EVA capture une image en 5.7K, donc une image dont la résolution est bien plus grande encore que du 4K. En gros, la EVA capture énormément d'informations au travers de son capteur 5.7K et downscale en interne vers un format 4K ou alors cinéma 4K. Rappelez-vous un peu ce qu'on fait dans Premiere Pro. Par exemple, on filme en 4K avec un GH5 pour avoir une image d'une grande qualité remplie de détails au piqué incroyable. Et dans Premiere Pro, on peut très bien faire ensuite le choix d'éditer un montage en HD 1080 en diminuant la taille du 4K de moitié. Et on aura là, dans tous les cas, une image HD 1080 de meilleure qualité que si elle avait été enregistrée à l'origine directement en HD 1080. Et c'est un peu ce qui se passe quand on filme du 4K avec la EVA. Le capteur 5.7K enregistre la scène et nous délivre au final une image 4K. On obtient donc une image ultra piquée. Mais une des énormes particularités de cette caméra est la possibilité maintenant de pouvoir enregistrer en RAW. Mais ça passera via un câble SDI. Et là, on peut non seulement enregistrer en RAW, mais en plus à une résolution de 5.7K. Bref, dans ce cas-là, on oublie notre bon vieux câble HDMI dans ce cas-là. On branche la EVA avec un câble SDI et on utilise un enregistreur externe Atomos Shogun Inferno. Et on sort du RAW en 5.7K. Énorme. Mais je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Je ne vais pas rentrer plus en avant dans les détails sur cette caméra. C'est pas le but de ce tuto. Mais vous l'aurez compris, on a là vraiment affaire ici à une caméra professionnelle. Je vais vous parler maintenant un peu plus des coulisses du shooting et de mes choix en termes de lumière notamment. Mais aussi des objectifs que j'ai utilisés pour ce shooting. Et là, je me suis fait plaisir. J'ai loué une valise kit d'optique Canon Cinéma. J'avais donc là toutes les optiques Canon Cinéma. On appelle ça des prime lenses. Ce sont des focales fixes évidemment. Elles ont toute la particularité d'avoir une ouverture record. J'étais donc certain qu'en utilisant ces optiques-là ciné sur un capteur Super 35 mm, d'avoir des images ultra piquées. Et c'est le cas. Et vous vous en serez bien rendu compte si vous êtes allé voir la version 4K sur YouTube. Donc des images ultra piquées, avec une profondeur de champ ultra courte et un très beau bokeh. Mais quand je travaille avec la EVA, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser mon 24-70 de chez Canon. C'est super pratique et ça me permet justement de travailler à la main avec la EVA, comme je le ferais avec mon GH5. Et j'adore ça. Mais dans ce cas-ci, avec des objectifs aussi énormes et lourds, je déterminais mon cadre à la main et on fixait ensuite la caméra sur un trépied, dans la plupart des cas en tout cas. Alors évidemment, j'ai travaillé à pleine ouverture, du début à la fin, ce qui me donnait, comme je l'ai dit, une profondeur de champ super courte. Et comme je l'ai souvent abordé dans mes formations, ce que j'aime dans l'idée de netteté dans une image vidéo, c'est justement quand ce n'est pas net. Alors je m'explique. Ce que je cherche justement, en laissant ma caméra flotter quelque part autour de mon modèle, en obtenant une profondeur de champ très courte, c'est de chercher cet instant où, dans l'image, la netteté ultra piquée surgit d'un plan flou. Et c'est ce genre d'instant que je cherche. Comme ici dans ces plans avec le boxeur, j'ai déterminé ma netteté à une certaine distance de ma position. Je suis dans ce cas-là avec le GH5 à main levée et je flotte autour de mon sujet, sans jamais ne rien modifier au niveau de ma mise au point. Je laisse faire son shadow dans le miroir et 70% de ces images sont floues. Mais au milieu de tout ça, boum, on voit passer des plans ultra nets, ultra piqués, comme les gouttes d'eau sur son dos.
Et c'est la même technique que je vais utiliser si je shoote un spot mode ou beauté, sur un visage par exemple. Je vais laisser à nouveau flotter mon sujet dans un environnement qui n'est pas net, en raison d'une très courte profondeur de champ. Et puis, quand je l'aurai décidé, j'aurai tout d'un coup une extraordinaire netteté qui apparaîtra, pour mettre en évidence une lèvre, une bouche, un œil, le grain de la peau. Donc ma gestion de la netteté, je la gère donc par contraste, d'une certaine manière.